À 11h30 le 22 décembre 1944, 4 soldats allemands marchèrent sous 2 drapeaux blancs vers les lignes américaines à l'extérieur de la ville belge de Bastogne. Le major Wagner et le lieutenant Helmut Hank menaient le groupe, accompagnés de 2 soldats du 901e régiment de grenadiers Panzer. Ils portaient un document dactylographié en allemand avec une traduction anglaise préparée spécifiquement pour cette mission. Le document était un ultimatum exigeant la reddition des forces américaines encerclées à Bastogne. Les officiers s'attendaient à une réponse militaire formelle, probablement une demande de temps pour examiner les conditions, peut-être une contre-proposition concernant le traitement des prisonniers, voire des négociations préliminaires sur les modalités de reddition. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils étaient sur le point de recevoir. À l'intérieur de Bastogne, le général de brigade Anthony Clément MC Olive commandait la 101e division aéroportée et les unités attachées, environ 11 000 soldats américains, complètement encerclés par les forces allemandes. MC Olive avait 46 ans, originaire de Washington DC. Officier d'artillerie de carrière qui avait servi comme commandant de l'artillerie de la division depuis avant le jour J et avait combattu à travers la Normandie, la France et la Hollande. Il commandait la division à Bastogne parce que le commandant de la division, le général de division Maxwell Taylor, assistait à une conférence d'état-major à Washington et que le commandant adjoint de la division était en Angleterre. Le commandement était tombé sur MC Olive par défaut. Ce n'était pas un homme philosophique. Il n'était pas connu pour des discours habiles ou des gestes dramatiques. Il était connu pour être direct, pratique et impossible à déstabiliser. Son état-major le connaissait comme un homme qui utilisait rarement des jurons. Quand il voulait exprimer un fort mécontentement, il disait « pénut ». Cela faisait partie de son vocabulaire normal. La situation à Bastogne était désespérée selon tout critère militaire. L'offensive allemande qui serait plus tard appelée la bataille des Ardennes avait commencé le 16 décembre avec une surprise totale. 3 armées allemandes, plus de 400 000 hommes soutenus par plus de 1400 chars et véhicules de combat blindés, avaient défoncé les positions américaines faibles dans la forêt des Ardennes. L'objectif était de diviser les armées alliées, capturer le port vital d'Anvers et forcer une paix négociée à l'ouest afin que l'Allemagne puisse concentrer tout sur la lutte contre les soviétiques à l'est. Bastogne se trouvait à un carrefour routier critique. Cette route principale traversait la ville, plus une ligne de chemin de fer. Celui qui contrôlait Bastogne contrôlait les mouvements à travers toute la région. Sans Bastogne, les forces mécanisées allemandes ne pouvaient pas avancer efficacement vers l'ouest. Les Allemands en avaient désespérément besoin. MC Olive était déterminé à ce qu'ils ne l'obtiennent pas. Le 22 décembre, la situation semblait désespérée aux observateurs extérieurs. La 101e aéroportée et les unités attachées avaient été précipitées à Bastogne les 18 et 19 décembre avec presque aucune préparation. Ils avaient parcouru plus de 100 km depuis leur camp de repos à Mourmelon dans des camions ouverts par un temps glacial. Ils étaient arrivés quelques heures seulement avant que les forces allemandes ne ferment l'encerclement le 20 décembre. Maintenant ils étaient complètement coupés. Les forces allemandes les dépassaient en nombre d'au moins 3 contre 1, peut-être plus. Le temps avait été terrible pendant des jours. Un épais brouillard et de bas nuages couvraient les Ardennes. Les températures chutaient bien en dessous de 0 la nuit. Les conditions empêchaient les largages de ravitaillement aérien ou le soutien aérien. Sans ravitaillement aérien, les Américains manquaient de munitions. Les unités d'artillerie étaient limitées à 10 obus par canon par jour. Il manquait de fournitures médicales. Les blessés étaient soignés dans des postes de secours de fortune sans morphine, bandages ou équipement chirurgical adéquat. Il manquait désespérément de nourriture. Les hommes partageaient des rations cas froides quand ils avaient de la nourriture. Ils portaient des uniformes d'été et des vestes de campagne légères par des températures sous zéro parce que l'équipement d'hiver n'était pas arrivé avant l'encerclement. Les cas de gelure augmentaient quotidiennement. Les forces allemandes encerclant Bastogne comprenaient des unités vétérans d'élite. La 2e division Panzer était là, commandée par le colonel Meinrad von Locher. La division Panzer Lehr était là sous le général-lieutenant Fritz Bayerlin. La 26e division de grenadiers Volksgrenadiers était là sous le général-major Heinz Kokott. C'étaient des unités expérimentées avec un équipement lourd incluant des chars que les Américains ne pouvaient égaler ni en blindage ni en puissance de feu. Le commandant allemand dirigeant les opérations contre Bastogne était le général Heinrich von Luttwitz qui commandait le 47e Corps Panzer. Von Luttwitz était un officier de carrière professionnelle avec des décennies d'expérience. Il était confiant que les Américains se rendraient une fois qu'ils comprendraient leur situation. Les forces encerclées le faisaient généralement face à des chances écrasantes et sans perspective de secours. C'était la chose raisonnable à faire. C'était ce que les soldats professionnels faisaient quand la situation tactique devenait désespérée. Von Luttwitz avait déjà accepté la reddition d'autres unités américaines pendant l'offensive. Le 19 décembre, 2 régiments entiers de la 106e division d'infanterie encerclée au Schneefeld avaient négocié des conditions de reddition après avoir réalisé qu'ils ne pouvaient pas percer les lignes allemandes. Les 422e et 423e régiments d'infanterie avaient déposé leurs armes. Plus de 7000 soldats américains, peut-être jusqu'à 9000, étaient devenus prisonniers ce jour-là. C'était la plus grande reddition américaine dans le théâtre européen de la guerre. Von Luttwitz s'attendait à ce que Bastogne suive le même schéma. La situation était similaire. Forces américaines encerclées, dépassées en nombre, coupées du ravitaillement et des renforts, faisant face à des unités allemandes vétérans avec une puissance de feu supérieure. Von Luttwitz offrait des conditions raisonnables. Son ultimatum promettait un traitement honorable comme prisonnier de guerre selon la Convention de Genève. Il avertissait que si les Américains refusaient, l'artillerie allemande et la puissance aérienne annihileraient la ville et tout ce qui s'y trouvait. L'ultimatum donnait aux Américains 2 heures pour décider. C'était une offre généreuse dans les circonstances. Von Luttwitz s'attendait à ce que le commandant américain fasse preuve de raison. Mais von Luttwitz ne comprenait pas à qui il avait affaire. Il ne comprenait pas la 101e division aéroportée. Il ne comprenait pas les parachutistes américains, des hommes qui s'étaient portés volontaires pour les missions les plus dangereuses, qui s'étaient entraînés pendant des années pour sauter derrière les lignes ennemies, qui s'étaient frayé un chemin hors de Normandie et à travers la France contre la résistance allemande déterminée. Et il ne comprenait surtout pas Anthony MC Olive.
MC Olive n'était pas le type d'officier qui calculait les probabilités et prenait des décisions basées purement sur les mathématiques tactiques. Il comprenait que certaines positions devaient être tenues quelles que soient les chances. Bastogne était l'une de ces positions. La délégation allemande portant l'ultimatum rencontra d'abord un poste avancé américain de la compagnie F du 327e régiment d'infanterie plané tôt le matin. Le poste avancé était une escouade d'hommes dans un trou de renard gelé sur le bord sud du périmètre américain près du village de Marvy. Le chef d'escouade, un sergent d'état-major dont le nom a été perdu dans l'histoire, vit les drapeaux blancs et reconnut immédiatement que ce n'était pas une patrouille de combat normale. Il appela son commandant de compagnie. Le commandant de compagnie, ne voulant pas prendre de décision sur les négociations de reddition de sa propre autorité, appela son commandant de bataillon. Le commandant de bataillon appela le quartier général du régiment. Finalement, quelqu'un décida que le message devrait aller au général MC Olive au quartier général de la division. Les officiers allemands, suivant le protocole militaire, eurent les yeux bandés pour qu'ils ne puissent pas observer les positions défensives américaines. Ils restèrent dans la neige et attendirent. Pendant que cela se passait, le major Wagner et le lieutenant Hank attendirent dans le froid de décembre. Ils restèrent debout pendant plus d'une heure pendant que les Américains transmettaient la demande à travers leur chaîne de commandement. Les soldats enrôlés qui les gardaient étaient curieux de la demande de reddition. La nouvelle se répandit rapidement à travers les trous de renard voisins. Les Allemands étaient là pour accepter la reddition américaine. Certains soldats étaient en colère de la présomption. Ils se battaient depuis des jours dans des conditions terribles. Ils avaient faim, froid et manquaient de munitions. Ils tenaient des positions contre des attaques allemandes répétées. Et maintenant les Allemands suggéraient qu'ils abandonnent. L'idée était insultante. Ces hommes n'étaient pas venus jusqu'ici depuis la Normandie pour se rendre en Belgique. L'ultimatum atteignit finalement MC Olive à son quartier général dans la caserne Heinz à Bastogne vers 11h30. Mais MC Olive n'était pas là quand il arriva. Le lieutenant-colonel Ned Moore, le chef d'état-major par intérim, entra dans les quartiers de couchage de MC Olive adjacents au centre de communication. MC Olive se reposait après avoir été debout la majeure partie de la nuit à gérer les attaques allemandes. Moore le réveilla et lui dit que les Allemands avaient envoyé des gens en avant. MC Olive, encore à moitié endormi, pensa initialement que les Allemands voulaient se rendre à lui. Moore corrigea rapidement ce malentendu. Les Allemands voulaient la reddition américaine. MC Olive se mit en colère, ce qui était inhabituel pour le commandant généralement calme. Il sortit de son sac de couchage. Moore lui tendit le document dactylographié. MC Olive le lut attentivement. Le document était formel et poli dans le style militaire allemand. Il expliquait que Bastogne était complètement encerclée par de fortes unités blindées allemandes. Il notait que d'autres forces allemandes avaient traversé la rivière Or, avaient pris marche et atteint Saint-Hubert. Il affirmait que Libramont était aux mains des Allemands. Il déclarait qu'il n'y avait qu'une seule possibilité de sauver les troupes américaines encerclées de l'anéantissement total, à savoir la reddition honorable de la ville. Il offrait un délai de 2 heures pour y réfléchir à partir de la présentation de la note. Il avertissait que si la proposition était rejetée, un corps d'artillerie allemand et 6 bataillons lourds antiaériens étaient prêts à anéantir les troupes américaines dans et près de Bastogne. Il déclarait que l'ordre de tir serait donné immédiatement après l'expiration du délai de 2 heures. Il notait que les graves pertes civiles causées par les tirs d'artillerie ne correspondraient pas à l'humanité américaine bien connue. Il était signé le commandant allemand. MC Olive le lut une fois, leva les yeux vers Moore et dit un mot. Le mot était Nut. Puis il laissa tomber le papier par terre et commença à quitter le quartier général. Il dit à Moore qu'il allait féliciter une unité qui avait détruit un barrage routier allemand plus tôt ce matin-là. Il sortit comme si l'ultimatum allemand ne valait pas un autre moment de son temps. Moore réalisa que le général était sérieux à propos de partir. Moore cria que les Allemands attendaient toujours une réponse écrite formelle. MC Olive s'arrêta. Il se retourna et dit qu'il n'en obtiendrait pas. Moore fit remarquer que le protocole militaire exigeait une sorte de réponse officielle à une demande de reddition. On ne pouvait pas simplement l'ignorer. Les Allemands avaient envoyé des officiers sous drapeau de trêve. La Convention militaire internationale exigeait une réponse. Les Allemands avaient droit à une réponse. MC Olive y réfléchit un moment. Puis il demanda ce qu'il devait dire aux Allemands. Moore suggéra qu'ils écrivent quelque chose d'officiel et formel, expliquant que les forces américaines n'avaient aucune intention de se rendre et continueraient à résister à toutes les attaques. MC Olive secoua la tête. C'était trop d'efforts et trop de mots. Les Allemands voulaient une réponse. Il leur en avait déjà donné une. Nut. C'était la réponse. Envoyez-leur ça. Moore n'était pas sûr si MC Olive était sérieux. Le lieutenant-colonel Harry Kinard, l'officier des opérations de la division qui les avait rejoints dans la pièce, non plus. Kinard demanda si MC Olive voulait vraiment envoyer Nut comme réponse officielle à un ultimatum de reddition allemand d'un commandant de corps Panzer. MC Olive dit absolument. C'était le premier mot qui lui était venu à l'esprit quand il avait lu leur demande ridicule. Cela exprimait parfaitement ce qu'il pensait de la situation et de leur présomption. Si les Allemands voulaient une réponse élégante et formelle avec un langage diplomatique et des courtoisies militaires, ils n'avaient pas de chance. C'était la réponse. Nut. Quelqu'un tapa la réponse sur du papier à en-tête officielle de la division. Le format était simple et centré sur la page. Il disait, au commandant allemand, Nut, le commandant américain. Le mot Nut était tapé en lettres capitales avec un point d'exclamation. 4 mots au total. La communication militaire officielle la plus courte que quiconque dans la division ait jamais vue. Quelqu'un devait livrer la réponse aux officiers allemands qui attendaient toujours à la position de la compagnie F. Ce travail revint au colonel Joseph Harper, commandant du 327e régiment d'infanterie planée. Harper était l'officier supérieur dans le secteur duquel la délégation allemande attendait. Quand Harper arriva au quartier général de la division pour récupérer la réponse officielle, le lieutenant-colonel Kinard lui tendit le message tapé. Harper le lut. Il regarda Kinard avec une expression perplexe. Il demanda si c'était une sorte de plaisanterie. Kinard l'assura que ce n'en était pas une. Le général MC Olive avait été très clair. C'était la réponse officielle du commandant américain à la demande de reddition allemande.
Harper demanda comment il était censé livrer cela à des officiers allemands qui parlaient probablement un anglais limité et ne comprendraient définitivement pas l'argot américain. Que devait-il dire quand il demanderait ce que cela signifiait? Que devait-il faire s'ils exigeaient des clarifications? Kinnard y réfléchit un moment. Puis il dit que Harper devrait leur dire que cela signifiait la même chose que aller au diable. Dites-leur simplement cela. Harper hocha lentement la tête. Il comprenait ce qu'il devait faire. Il prit le message tapé et se dirigea vers sa Jeep. Avant que Harper ne parte, McAuley fut une autre instruction. Il dit à Harper de le rendre aussi dur que possible en livrant le message. Faites savoir aux Allemands exactement ce que les Américains pensaient de leur demande. Le trajet de retour au poste de commandement de la compagnie F prit environ 20 minutes. Harper utilisa le temps pour réfléchir à la façon de gérer cette mission inhabituelle. Il était sur le point de livrer ce qui équivalait à une insulte déguisée en communication militaire officielle à des représentants d'une armée ennemie qui encerclait et dépassait actuellement ses forces en nombre. La situation nécessitait une manipulation soigneuse. Les Allemands pourraient s'offenser. Ils pourraient interpréter la réponse comme une moquerie de l'honneur militaire allemand. Ils pourraient se mettre en colère. Les ennemis en colère faisaient parfois des choses imprévisibles et violentes. D'un autre côté, Harper comprenait exactement ce que McAuley accomplissait. La réponse ne concernait pas vraiment les Allemands. Elle concernait les Américains. Chaque soldat à Bastogne en entendrait parler dans les heures qui suivraient. Ils entendraient que quand les Allemands avaient exigé la reddition, leur général leur avait dit NUT. Les hommes comprendraient ce que cela signifiait. Cela signifiait que leur commandant ne s'inquiétait pas. Cela signifiait qu'il n'envisageait pas la reddition même un instant. Cela signifiait qu'il avait une confiance totale qu'il tiendrait la ville. Ce message importerait à des soldats fatigués, froids, affamés qui commençaient à se demander s'ils pouvaient réellement survivre à cet encerclement. Harper atteignit la position où le major Wagner et le lieutenant Hank attendaient. Ils avaient toujours les yeux bandés, toujours debout dans la neige. Ils avaient attendu plus de 2 heures maintenant. Ils se redressèrent quand ils entendirent des voix américaines s'approcher. Harper leur dit qu'ils pouvaient retirer leurs bandeaux. Ils le firent. Wagner parlait un anglais décent. Hank parlait aussi un peu anglais. Ils s'attendaient à être escortés au quartier général de la division pour des négociations formelles sur les conditions de reddition ou au moins à recevoir un document écrit décrivant les conditions et préoccupations américaines. Wagner demanda en anglais formel si le commandant américain était prêt à discuter des conditions de reddition. Harper dit non. Il n'y aurait pas de discussion de reddition. Le commandant américain avait envoyé une réponse. Il tendit à Wagner le morceau de papier tapé. Wagner le prit soigneusement. Il le lut lentement. Son visage montra de la confusion. Il regarda Hank. Hank regarda par-dessus l'épaule de Wagner le message. Ils fixèrent tous les deux pendant un long moment. Wagner regarda Harper et demanda en anglais prudent ce que ce mot signifiait. Que était-ce que ce NUT? Il avait étudié l'anglais mais n'avait jamais rencontré ce mot particulier utilisé de cette façon. Était-ce un terme militaire? Était-ce une sorte de code? Harper dit qu'il expliquerait. Il dit que la réponse écrite officielle du commandant américain était NUT. Wagner demanda de nouveau ce que cela signifiait en allemand. Son vocabulaire anglais était bon pour les affaires militaires, mais c'était de l'argot qu'il ne connaissait pas. Harper fit une pause pour les faits. Il voulait s'assurer que les officiers allemands comprennent cela clairement. Puis il dit que s'ils ne comprenaient pas ce que NUT signifiait en anglais américain simple, alors il pouvait fournir une traduction. En anglais simple, cela signifiait la même chose que aller au diable. Allez au diable et emportez votre demande de reddition avec vous. Il y eut un moment de silence. Wagner et Hank fixèrent Harper. Harper les fixa en retour. Il garda son visage complètement neutre et professionnel. Il livrait une communication militaire officielle, il la livrait avec la même courtoisie militaire qu'il utiliserait pour n'importe quel message formel entre commandants. Mais le message lui-même était sans équivoque. Les Américains ne se rendaient pas. Ils ne négociaient pas. Ils rejetaient toute la prémisse de l'ultimatum allemand. Wagner essaya de continuer la conversation. Il dit qu'il ne pensait pas que le commandant américain comprenait la gravité de la situation militaire. Les forces allemandes encerclant Bastogne étaient écrasantes en nombre et en puissance de feu. Les Américains étaient complètement coupés du ravitaillement et des renforts. Le temps empêchait le soutien aérien. Une résistance continue entraînerait la destruction complète de la garnison américaine et de la ville elle-même. Sûrement le commandant américain comprenait sa responsabilité envers ses hommes et envers les civils à Bastogne. Sûrement il ne voulait pas de victimes inutiles quand l'issue était inévitable. Harper le coupa. Il dit que le commandant américain comprenait la situation parfaitement bien. C'était exactement pourquoi la réponse était NUT. Le commandant américain n'était pas intéressé par les évaluations allemandes de la situation militaire. Il n'était pas intéressé par les prédictions allemandes sur ce qui se passerait. Il n'était définitivement pas intéressé à se rendre. Puis Harper dit autre chose. Il dit qu'il allait donner aux Allemands un conseil. Il dit qu'il ferait mieux d'attaquer tout de suite s'ils voulaient prendre Bastogne. Il ferait mieux de le faire immédiatement parce que bientôt le temps allait se dégager. Quand le temps se dégagerait, l'armée de l'air américaine arriverait. Quand cela se produirait, les Allemands n'auraient plus beaucoup de temps. C'était un bluff, mais Harper le livra avec une conviction absolue. Le temps avait été terrible pendant des jours. Il n'y avait aucun signe qu'il se dégagerait, mais Harper parlait comme s'il savait quelque chose que les Allemands ne savaient pas. Wagner et Hank se regardèrent. Ils ne pouvaient pas dire si Harper bluffait ou s'il savait réellement quelque chose sur les prévisions météorologiques et les opérations aériennes. La confiance dans sa voix était troublante. Harper leur dit alors que leur temps était écoulé. La date limite de 2 heures que les Allemands avaient fixée dans leur ultimatum avait expiré. La discussion était terminée. La réponse américaine était finale. Il les escorterait personnellement jusqu'aux lignes allemandes. Harper fit signe aux soldats qui avaient amené la délégation allemande. Les soldats se formèrent autour de Wagner et Hank. Les officiers allemands eurent de nouveau les yeux bandés pour la marche de retour vers leur ligne. Harper et ses hommes les escortèrent à travers les positions américaines jusqu'au bord avant. À la frontière entre le territoire américain et allemand, les bandeaux furent retirés. Harper leur dit de partir. Wagner essaya une fois de plus de parler. Harper lui dit qu'il n'y avait rien de plus à dire. La réponse américaine était NUT.
S'ils ne comprenaient pas cela, ils pouvaient l'expliquer à leur général commandant. Les Allemands furent congédiés. Wagner et Hank retournèrent à travers le No Man's Land vers leur propre ligne. Harper les regarda partir. Il retourna ensuite à son poste de commandement et rapporta au quartier général de la division que la demande de reddition allemande avait été officiellement rejetée et la délégation allemande avait été renvoyée à leur ligne. Il était approximativement 14h, 2h de l'après-midi. Wagner et Hank retournèrent à leur poste de commandement au quartier général de la division Panzer. Ils portaient le morceau de papier avec la réponse d'un mot et une histoire sur un colonel américain qui leur avait essentiellement dit d'aller au diable avec une formalité militaire complète. Ils rencontrèrent le général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e armée Panzer, qui visitait justement le quartier général avancé. Wagner rapporta ce qui s'était passé. Von Manteuffel fut surpris et perturbé. Il n'avait pas autorisé d'ultimatum de reddition à Bastogne. Ses ordres étaient que les divisions Panzer contournent Bastogne et continuent l'avancée vers l'ouest vers la rivière Meuse. Les divisions d'infanterie contiendraient et captureraient éventuellement Bastogne. Envoyer une demande de reddition formelle impliquait que Bastogne recevait une attention prioritaire, ce qui ne faisait pas partie du plan. Von Manteuffel était irrité que von Lüttwitz ait agi sans autorisation appropriée. Wagner et Hank rapportèrent ensuite au général von Lüttwitz au quartier général du 47e Corps Panzer. Von Lüttwitz lut la réponse américaine. Il demanda ce que cela signifiait. Wagner expliqua que le colonel américain l'avait traduit comme équivalent à aller au diable. Les Américains rejetaient complètement la reddition. Von Lüttwitz étudia le papier. Il n'était pas sûr de comment interpréter cette réponse. Était-ce un défi authentique basé sur la confiance? Était-ce de la bravade couvrant le désespoir? Était-ce la réponse d'un commandant qui croyait réellement que ses forces pouvaient tenir jusqu'à l'arrivée des secours? Les officiers du renseignement allemand au quartier général du corps analysèrent la réponse américaine. Ils essayèrent de comprendre la psychologie derrière. Un rejet militaire formel aurait été normal et attendu. Des négociations sur les conditions auraient été compréhensibles. Même un refus en colère aurait eu du sens. Mais ce rejet désinvolte, cette insulte argotique livrée comme si tout l'ultimatum allemand était en dessous de toute considération sérieuse, était quelque chose qu'ils n'avaient pas rencontré auparavant dans cette guerre. Certains officiers allemands pensaient que cela montrait que les Américains ne comprenaient pas vraiment leur situation désespérée. Ils étaient encerclés, dépassés en nombre, sous-approvisionnés et coupés des secours. Les commandants rationnels dans cette situation considéraient au moins sérieusement la reddition. La réponse désinvolte suggérait soit l'ignorance de la réalité militaire, soit un optimisme irrationnel. D'autres officiers allemands pensaient que cela montrait une confiance dangereuse. Le commandant américain n'était clairement pas inquiet du résultat. Cela pourrait signifier qu'il savait quelque chose que les Allemands ne savaient pas. Peut-être que les forces de secours américaines étaient plus proches que le renseignement allemand ne le croyait. Peut-être que les approvisionnements américains étaient meilleurs qu'estimés. Peut-être que la position défensive américaine était beaucoup plus forte qu'il n'y paraissait. Peut-être que les Américains avaient des informations sur le dégagement du temps et l'arrivée du soutien aérien. Ce que les officiers allemands ne comprenaient pas pleinement à ce moment était le but psychologique de la réponse de M.C. Olive. Elle n'était pas vraiment dirigée vers les Allemands. Elle était dirigée vers ses propres troupes, et cela fonctionnait déjà. Dans les heures suivant le retour de Harper aux lignes américaines, chaque soldat dans le périmètre de Bastogne savait à propos de la réponse. L'histoire se répandit à travers les trous de renard, les postes de commandement et les postes de secours comme une traînée de poudre. Les soldats se racontèrent comment les Allemands avaient exigé la reddition et le général M.C. Olive avait répondu avec une insulte d'un mot. Le colonel livrant le message avait dit aux Allemands d'aller au diable et les avait avertis d'attaquer bientôt parce que l'armée de l'air américaine arrivait. L'effet sur le moral américain fut immédiat et puissant. Ces hommes se battaient dans des conditions désespérées depuis des jours. Ils étaient épuisés par les alertes constantes et les attaques sporadiques. Ils avaient froid au-delà de tout ce que la plupart d'entre eux avaient connu. Ils avaient faim, subsistant avec des rations minimales. Il manquait de munitions et de fournitures médicales. Certains avaient commencé en privé à se demander si la reddition pourrait être l'option sensée quand la situation deviendrait vraiment désespérée. Puis ils entendirent que leur général commandant pensait que la demande de reddition allemande était si ridicule que la seule réponse appropriée était une insulte argotique américaine. Le message était sans équivoque. M.C. Olive n'envisageait pas la reddition. Il ne s'inquiétait pas des forces allemandes les encerclant. Il était si confiant dans la capacité de ses troupes à tenir la ville qu'il pouvait se permettre d'être méprisant et insultant envers un général allemand. Si le général était si confiant, peut-être que la situation n'était pas aussi désespérée qu'il n'y paraissait. Si le général croyait qu'il pouvait tenir, peut-être qu'il le pouvait réellement. L'impact psychologique se répandit à travers chaque unité de la garnison. Le 327e régiment d'infanterie planée l'entendit. Le 501e régiment d'infanterie parachutiste l'entendit. Les 502e et 506e régiments d'infanterie parachutiste l'entendirent. Le 969e bataillon d'artillerie de campagne, une unité afro-américaine qui s'était battue avec distinction, l'entendit. Le 705e bataillon de chasseurs de chars l'entendit. Le combat commande B de la 10e division blindée l'entendit. Chaque unité dans le périmètre entendit parler de Nut. Ils entendirent parler de Harper disant aux Allemands qu'il ferait mieux d'attaquer bientôt parce que l'armée de l'air arrivait. Les histoires s'amélioraient à chaque récit. Le soir, certaines versions faisaient rire M.C. Olive quand il donna la réponse. Certaines versions faisaient menacer Harper les officiers allemands. Rien n'était exactement précis, mais tout servait le même but. Cela transforma une défense désespérée en quelque chose dont les Américains pouvaient être fiers. Cela leur donna une histoire qu'ils pouvaient se raconter sur qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Puis le 23 décembre, quelque chose de remarquable se produisit. Le temps se dégagea. Pour la première fois en plus d'une semaine, le brouillard se leva. Les nuages se séparèrent. Le ciel bleu apparut. La température était toujours brutalement froide, mais la visibilité s'améliora considérablement. Les soldats américains dans leurs trous de renard levèrent les yeux et virent quelque chose qu'ils attendaient. Des avions. Des avions américains. La première mission de ravitaillement aérien arriva vers midi le 23 décembre.
241 avions de transport C-47 volèrent au-dessus de Bastogne en formation. Le ciel se remplit de parachutes colorés alors que les approvisionnements tombaient. Des paquets de munitions tombèrent. Des conteneurs de fournitures médicales descendirent. Des conteneurs de nourriture dérivèrent vers le bas. Des paquets de vêtements divers tombèrent dans le périmètre. Les avions affrontèrent le feu antiaérien allemand mais continuèrent à venir. Ils effectuèrent leur largage et se tournèrent vers la maison. Environ 95% des approvisionnements atterrirent à l'intérieur des lignes américaines et furent récupérés. 144 tonnes d'approvisionnement atteignirent les défenseurs. Ce n'était pas tout ce dont ils avaient besoin, mais c'était suffisant. Assez de munitions pour continuer à se battre. Assez de fournitures médicales pour soigner les blessés. Assez de nourriture pour que les hommes ne meurent pas de faim. Assez pour continuer à tenir. Mais le ravitaillement aérien n'était qu'une partie de ce que le tank clair apporta. Il apporta aussi des chasseurs bombardiers. Les P-47 Thunderbolt américains arrivèrent au-dessus de Bastogne et commencèrent à attaquer les positions allemandes. Ils mitraillèrent les troupes allemandes à découvert. Ils bombardèrent les positions d'artillerie allemande. Ils attaquèrent les colonnes de ravitaillement allemandes. Harper n'avait pas bluffé après tout. L'armée de l'air américaine était arrivée exactement comme il avait dit qu'elle le ferait. L'impact psychologique des deux côtés fut profond. Les soldats américains qui s'étaient demandé s'ils pouvaient survivre eurent soudainement de l'espoir. Les approvisionnements signifiaient qu'ils pouvaient continuer à se battre. Le soutien aérien signifiait qu'ils n'étaient pas seuls. L'aide arrivait. Les soldats allemands qui avaient été confiants quant au fait d'écraser la garnison firent soudainement face à une situation tactique changée. Les chasseurs bombardiers américains étaient dangereux. Les forces allemandes à découvert étaient vulnérables. Les lignes de ravitaillement allemandes étaient exposées aux attaques aériennes. Le dégagement du temps changea tout. Von Lüttwitz ordonna des attaques renouvelées le 23 décembre. L'infanterie allemande soutenue par des chars frappa le périmètre américain de plusieurs directions. Les attaques furent féroces et soutenues. Les positions américaines furent soumises à de lourds tirs d'artillerie suivis d'assauts d'infanterie. Les défenseurs ripostèrent avec tout ce qu'ils avaient. Les positions de mitrailleuses tinrent leur terrain. Les batteries d'artillerie tirèrent sur les formations allemandes. Les chasseurs de chars engagèrent les chars allemands à courte portée. Les Américains tinrent. Ils furent aidés par le soutien aérien qui martela les zones de rassemblement allemandes et les routes de ravitaillement. Ils furent aidés par les munitions ravitaillées qui leur permirent de tirer sans compter chaque cartouche. Ils furent aidés par le simple fait qu'ils croyaient pouvoir gagner. Les attaques continuèrent jusqu'au 24 décembre et le jour de Noël. Les forces allemandes firent des efforts déterminés pour briser le périmètre américain. Ils obtinrent quelques pénétrations locales mais ne purent les maintenir. Les contre-attaques américaines les repoussèrent. Les combats furent brutaux et à courte portée. Les hommes se battirent maison par maison dans certains secteurs, mais le périmètre tint. Le carrefour routier critique resta aux mains américaines. Pendant que les défenseurs de Bastogne tenaient contre les attaques allemandes, les forces américaines à l'extérieur de l'encerclement se déplaçaient pour percer. Le général George Patton avait accompli quelque chose que les planificateurs militaires pensaient impossible. Il avait pris toute sa 3e armée, plus de 200 000 hommes, et l'avait tournée de 90 degrés depuis son avance vers l'est. Par un temps hivernal terrible, sur des routes glacées à travers des températures glaciales, il avait réorienté toute sa force et l'avait conduite vers le nord vers Bastogne. L'opération fut un chef-d'œuvre de logistique et de leadership. Les unités se déplacèrent jour et nuit. Les colonnes de ravitaillement luttèrent à travers la neige et la glace. L'infanterie marcha dans des conditions qui causèrent des gelures généralisées, mais ils continuèrent à avancer. La pointe de la force de secours de Patton était la 4e division blindée commandée par le général de division Hugh Gaffey. En tête de la 4e blindée se trouvait le combat commande B sous le général de brigade Holmes Dagé. Et en tête du combat commande B se trouvait le 37e bataillon de chars commandé par le lieutenant-colonel Créton Abrams Jr. Abrams était un commandant de chars agressifs qui menait de l'avant dans son char Sherman nommé Thunderbolt 4. Son ordre célèbre à son bataillon avant la poussée finale fut simple: nous allons chez ces gens maintenant, laissez-la rouler. Le 37e bataillon de chars se fraya un chemin vers le nord contre une résistance allemande déterminée. Ils rencontrèrent des barrages routiers. Ils combattirent à travers les positions défensives allemandes. Ils subirent des pertes, mais ils continuèrent à avancer. Le 26 décembre, la compagnie C du 37e bataillon de chars, menée par le premier lieutenant Charles Bogues dans un char d'assaut Sherman M4A3E2 nommé Cobra King, perça les positions allemandes finales au sud de Bastogne. À environ 16h50, Bogues établit le contact avec les éléments avancés de la 101e division aéroportée. Le premier lieutenant Dwayne Webster du 326e bataillon du génie aéroporté serra la main de Bogues. À 17h10, le lieutenant-colonel Abrams serra personnellement la main du général de brigade MC Olive. Le siège de Bastogne était brisé. Le soulagement de Bastogne ne mit pas fin à la bataille des Ardennes. Les combats continuèrent pendant des semaines, mais Bastogne avait tenu. Le carrefour routier critique resta aux mains américaines. L'offensive allemande avait été retardée et perturbée. Le retard donna aux forces alliées le temps de se regrouper et de contre-attaquer. En janvier, l'offensive allemande avait complètement échoué. La Wehrmacht avait engagé ses dernières réserves et les avait perdues. L'Allemagne ne montrait jamais une autre offensive à l'ouest. La réponse de MC Olive devint célèbre. Les journaux américains reprirent l'histoire fin décembre. Le titre s'écrivait pratiquement tout seul: un général américain dit nut aux Allemands quand ils exigent la reddition. C'était exactement le genre d'histoire que les Américains voulaient entendre. Leurs garçons étaient encerclés et dépassés en nombre, mais ils n'abandonnèrent pas. Ils ne daignèrent même pas répondre sérieusement à la demande ennemie. Ils dirent nut aux Allemands puis tinrent leur terrain jusqu'à l'arrivée des secours. Cela correspondait parfaitement à l'image que les Américains avaient d'eux-mêmes. Courageux, défiants, informels, refusant d'être intimidés par des forces supérieures ou le protocole militaire. L'histoire atteignit Winston Churchill début janvier 1945. Churchill fut fasciné. Il demanda à son personnel d'expliquer ce que nut signifiait en argot américain. Son personnel expliqua que c'était un langage informel exprimant un rejet complet, à peu près équivalent à absurdité ou non-sens. Churchill l'adora.
Il écrivit plus tard que la bataille des Ardennes était sans aucun doute la plus grande bataille américaine de la guerre et peut-être la plus grande action de l'histoire. Il mentionna spécifiquement la réponse de M.C. Olive comme un exemple de l'esprit américain. Le Premier ministre britannique, qui était célèbre pour sa propre manière avec les mots, apprécia le pouvoir psychologique de la réponse d'un seul mot. L'histoire eut un impact particulier sur les prisonniers de guerre allemands. Les interrogateurs américains demandèrent aux officiers allemands capturés à propos de Bastogne. Beaucoup mentionnèrent l'ultimatum de reddition et la réponse américaine. Certains admirent qu'ils n'avaient pas compris ce que NUT signifiait à l'époque. Certains dirent qu'ils pensaient que cela montrait que les Américains ne prenaient pas la situation au sérieux, ce qui avait été déroutant. Certains dirent qu'avec le recul, ils réalisèrent que cela montrait que les Américains étaient absolument déterminés à ne pas se rendre, ce qui aurait dû être pris comme un avertissement. Un major allemand capturé dit que la réponse l'avait dérangé parce qu'elle suggérait que les Américains menaient un type de guerre différent. La communication militaire allemande était formelle et correcte. Les Américains étaient informels et directs. Cela reflétait des cultures différentes et des approches différentes de la guerre. Le major allemand dit que son armée avait sous-estimé à quel point l'approche américaine pouvait être efficace. M.C. Olive lui-même ne pensait pas que la réponse était particulièrement significative à l'époque. Quand on lui posa la question plus tard, il dit que c'était juste la première chose qui lui était venue à l'esprit. Il ne l'avait pas planifié. Il n'y avait pas réfléchi. Les Allemands avaient envoyé une demande ridicule et il leur avait donné une réponse directe. C'était tout. Il fut légèrement surpris quand l'histoire devint célèbre. Il était plus fier de la façon dont ses troupes s'étaient battues que de toute réponse habile. Harper pensait que la réponse était brillante, non pas à cause de ce qu'elle disait aux Allemands, mais à cause de ce qu'elle fit pour le moral américain. Harper comprenait que le leadership dans des situations désespérées était en partie une question de projection de confiance. Le rejet désinvolte de l'ultimatum allemand par M.C. Olive avait projeté une confiance absolue. Les troupes avaient répondu à cette confiance. Ils avaient cru que leur général savait qu'il pouvait tenir, et parce qu'ils le croyaient, ils tinrent effectivement. Harper dit plus tard que la réponse avait peut-être été spontanée, mais elle avait eu exactement le bon effet au bon moment. Les soldats qui combattirent à Bastogne se souvinrent de la réponse pour le reste de leur vie. Les vétérans de la 101e aéroportée racontèrent l'histoire à leurs enfants et petits-enfants. Cela devint partie de l'identité de la division. La 101e aéroportée était l'unité dont le général avait dit NUT aux Allemands. Cela les définissait. Cela les distinguait. C'était une source de fierté. Les groupes de réunion l'utilisèrent comme devise. Les monuments l'inclurent. Cela devint un raccourci pour toute la bataille. Vous pouviez dire NUT et chaque vétéran de la Seconde Guerre mondiale savait exactement ce que vous vouliez dire. Bastogne. Dépassé en nombre. Tinrent quand même. Les vétérans allemands américains qui avaient combattu autour de Bastogne avaient une relation plus compliquée avec l'histoire. Certains la respectaient comme un exemple de guerre psychologique efficace. Certains la ressentaient comme une insulte à leur honneur militaire. Certains la trouvaient amusante avec le recul, un exemple parfait du fossé culturel entre les forces allemandes et américaines. Un vétéran allemand interviewé dans les années 1980 dit que la réponse avait été le moment où il réalisa que l'Allemagne pourrait réellement perdre la guerre. Non pas à cause du mot lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Les Américains étaient si confiants qu'ils pouvaient se permettre d'être insultants. Cette confiance s'avéra justifiée. La bataille des Ardennes fut la dernière offensive allemande majeure de la guerre. Après l'échec de l'offensive, l'Allemagne fut purement défensive pour les mois restants. La Wehrmacht avait engagé des ressources massives dans l'offensive des Ardennes et les avait perdues. Les pertes en chars étaient irremplaçables. La consommation de carburant avait été énorme et le carburant était désespérément rare. Les pertes furent élevées. La Luftwaffe avait engagé des avions et les avait perdus. L'Allemagne n'avait plus rien pour une autre offensive stratégique. De janvier 1945 en avant, la question n'était pas si l'Allemagne perdrait, mais combien de temps cela prendrait. Bastogne devint un symbole. Elle représenta le moment où les forces américaines prouvèrent qu'elles pouvaient prendre le meilleur que la Wehrmacht pouvait livrer et tenir quand même. Les batailles précédentes avaient montré que les Américains pouvaient attaquer avec succès. Bastogne montra qu'ils pouvaient défendre avec succès même quand encerclés et dépassés en nombre. Cela importait. Cela prouva que les forces américaines avaient atteint le même niveau de compétence tactique que les unités allemandes vétérans. La Wehrmacht ne pouvait plus supposer que les forces américaines se briseraient sous pression. M.C. Olive reçut la Distinguished Service Cross pour son leadership à Bastogne. La 101e aéroportée reçut une citation d'unité présidentielle. Harper fut promu. Kinard continua à servir et devint finalement lieutenant-général. Moore resta dans l'armée et eut une carrière réussie. Les soldats qui tinrent les trous de renard et repoussèrent les attaques allemandes reçurent les médailles que leurs actions spécifiques justifiaient, mais surtout ils reçurent la connaissance qu'ils avaient tenue quand cela importait le plus. M.C. Olive resta dans l'armée après la guerre. Il commanda la 103e division d'infanterie. Il servit dans diverses positions d'état-major. Il devint finalement commandant de l'armée américaine en Europe. Il prit sa retraite en tant que général complet en 1956. Il mourut en 1975 à l'âge de 77 ans. Sa nécrologie dans le New York Times commença avec l'histoire de NUT. Ce seul mot définit son héritage plus que tout ce qu'il fit dans une longue carrière militaire. Le morceau de papier avec la réponse dactylographiée originale à l'ultimatum allemand survécut à la guerre. Il se retrouva aux archives nationales. Les historiens confirmèrent qu'il était authentique. Le message consistait vraiment en 4 mots, au commandant allemand, NUT, le commandant américain. Pas d'élaboration, pas d'explication, juste la réponse d'un seul mot et les signatures. Il reste l'une des communications militaires les plus célèbres de l'histoire américaine. Le site de la demande de reddition allemande est marqué aujourd'hui. Un monument se dresse près de l'endroit où Wagner et Hank approchèrent les lignes américaines sous leur drapeau blanc. Le monument cite la réponse de M.C. Olive. Les touristes le visitent. Les vétérans le visitent. Les gens prennent des photographies à côté du mot NUT gravé dans la pierre. Le monument n'explique pas le contexte en détail. Il n'en a pas besoin. Tous ceux qui visitent connaissent l'histoire. Les gens de Bastogne se souviennent de la bataille et du siège. La ville accueille des commémorations chaque décembre.
Les vétérans y assistèrent pendant des décennies jusqu'à ce que l'âge rende les voyages impossibles. Leurs enfants y assistent maintenant. Leurs petits-enfants y assistent. La ville maintient un musée dédié à la bataille. La réponse de MC Olive y figure en bonne place. Les guides locaux racontent l'histoire aux visiteurs. Ils expliquent ce que NUT signifie en argot américain. Ils expliquent pourquoi cela importait. Ils expliquent comment la réponse affecta la bataille. L'histoire a été racontée dans des dizaines de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Elle apparaît dans chaque histoire de la bataille des Ardennes. Elle a été dramatisée dans des films et des émissions de télévision. Elle a été référencée dans la culture populaire. Elle est devenue l'un de ces rares moments historiques qui transcendent l'histoire militaire et deviennent partie de la connaissance culturelle plus large. Les gens qui ne savent rien d'autre sur la bataille des Ardennes savent qu'un général américain a dit NUT aux Allemands. La raison pour laquelle l'histoire perdure est qu'elle capture quelque chose d'essentiel sur la façon dont les Américains se voient. Informel, direct, refusant d'être intimidé, confiant même dans des situations désespérées. La réponse n'était pas planifiée. Elle n'était pas calculée. Elle était spontanée. Cela la rendait authentique. MC Olive n'essaya pas de créer une réponse habile pour l'histoire. Il dit juste ce qu'il pensait. Cette authenticité résonne. L'histoire perdure aussi parce qu'elle fonctionna. La confiance de MC Olive était justifiée. La 101e aéroport éteint Bastogne. Les secours arrivèrent. L'offensive allemande échoua. La réponse audacieuse fut soutenue par une action audacieuse. Cette combinaison d'attitude et de réalisation est ce qui rend l'histoire convaincante. Ce n'était pas de la bravade vide. C'était de la confiance basée sur une capacité réelle. Les Allemands apprirent quelque chose à Bastogne qu'ils auraient dû apprendre plus tôt. Ils apprirent qu'encercler les forces américaines ne garantissait pas leur reddition. Ils apprirent que couper les lignes de ravitaillement ne garantissait pas l'effondrement américain. Ils apprirent que dépasser les Américains en nombre ne garantissait pas la victoire. Les forces américaines se battraient quand encerclées. Elles se battraient quand dépassées en nombre. Elles se battraient quand coupées du ravitaillement. Elles continueraient à se battre jusqu'à ce qu'elles gagnent ou jusqu'à ce qu'elles soient physiquement incapables de continuer. C'était différent de ce que les commandants allemands avaient supposé sur la base de premières rencontres avec des troupes américaines inexpérimentées. La réponse démontra aussi quelque chose sur la culture militaire. L'armée allemande opérait sur un protocole formel et une hiérarchie claire. La communication entre commandants était structurée et correcte. L'armée américaine était plus flexible et informelle. Cette informalité pouvait être une force. Elle permettait une prise de décision plus rapide. Elle permettait des approches non conventionnelles. Cela signifiait que les commandants américains pouvaient répondre à des situations de façon que les commandants allemands n'anticipaient pas parce que ces réponses tombaient en dehors du protocole militaire établi. MC Olive envoyant une réponse argotique d'un mot à un ultimatum de reddition formelle était exactement ce type de réponse non conventionnelle. Cela violait le protocole. Cela fonctionna quand même. Les leaders militaires modernes étudient toujours Bastogne. Ils étudient les décisions tactiques. Ils étudient la logistique. Ils étudient les positions défensives. Mais ils étudient aussi la psychologie. Ils étudient comment MC Olive maintint le moral dans des circonstances désespérées. Ils étudient comment il projeta la confiance quand la situation semblait désespérée. Ils étudient comment un message simple livré au bon moment de la bonne façon pouvait influencer l'issue d'une bataille. Cette leçon transcende les détails spécifiques de la Seconde Guerre mondiale. Le leadership sous pression reste pertinent quelle que soit l'époque ou la technologie. L'histoire de NUT est devenue un point d'enseignement sur la communication. Les académies militaires l'utilisent comme exemple. Les écoles de commerce l'utilisent comme exemple. Les cours de leadership l'utilisent comme exemple. La leçon porte sur la clarté et la confiance. Quand MC Olive dit NUT, tout le monde comprit exactement ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas de place pour la mauvaise interprétation. Le message était clair. La confiance derrière était claire. Cette clarté et cette confiance façonnèrent la façon dont tous ceux qui l'entendirent réagirent. Les soldats américains furent inspirés. Les officiers allemands furent confus. Les deux réactions influencèrent la bataille. C'est ainsi que le leadership fonctionne réellement dans les situations de crise. Non pas à travers une planification soigneuse et des protocoles formels, bien que ceci importe, mais à travers des individus qui comprennent ce qui doit être communiqué et trouvent le moyen le plus efficace de le communiquer. MC Olive comprit que ses troupes avaient besoin de savoir que leur commandant n'était pas inquiet. Ils avaient besoin de savoir que la reddition n'était pas envisagée. Ils avaient besoin de savoir qu'ils croyaient qu'ils tiendraient. Il communiqua tout cela en un mot. C'était un leadership efficace. Si vous souhaitez explorer davantage ces moments cruciaux de l'histoire militaire, pensez à découvrir d'autres récits fascinants sur la chaîne du conflit. Chaque épisode révèle comment les grandes batailles de l'histoire ont véritablement été menées et remportées. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. D'où nous regardez-vous ? Si vous avez des liens familiaux avec Bastogne ou la bataille des Ardennes, vos témoignages enrichissent notre compréhension collective de ces événements extraordinaires. Merci de votre attention et de votre engagement à préserver ces mémoires historiques essentielles.